Bienvenue dans cette émission. Les législatives sont si loin, 100 jours nous séparent de cette échéance. Mais la fièvre monte, l'actualité politique est abondante. Elle est surtout meublée par des attaques viriles entre partis du pouvoir qui se rendent coup pour coup sur fond de transhumance. À croire que ce pays n'a jamais connu une réforme du système partisan. La liste électorale n'échappe pas, elle non plus, à la polémique. Le processus d'établissement de la LEI suscite beaucoup d'interrogations, des interrogations que la sortie médiatique du gestionnaire mandataire de l'ANIP n'a pas réussi à éteindre. Le porte-parole du gouvernement pourra peut-être nous dire ce qu'il en est, puisque Wilfried Léandre Ongbedji est aujourd'hui dans nos murs à Canal 3 pour son traditionnel exercice dans les médias. Je conduirai ce grand oral avec mon cher ami et confrère de la télévision nationale, Ricardo Loïc Pécou. Wilfried Léandre Ongbedji, je sais que vos centres d'intérêt sont tout autres, ne vous en faites pas. Nous aurons assez de temps pour évoquer des sujets, notamment certaines décisions du Conseil des ministres en sa séance du mercredi 28 septembre dernier. Je veux parler par exemple du système de production des passeports ordinaires biométriques qui sera bientôt installé à la direction de l'immigration et de l'immigration, des chantiers de construction, notamment celui du Palais Royal de Niki et de la route Boycon-Dassa. Cher ami Ricardo, bonsoir ou bonjour. Bonjour, bonsoir. Bienvenue. Merci. Bonsoir Wilfried Léandre Ongbedji. Bonsoir monsieur Pécou. Est-ce que la réforme du système partisan est toujours d'actualité? Je crois que c'est un acquis désormais que le système partisan béninois a été réformé dans la perspective de favoriser l'avènement de grands partis politiques dans notre pays. Point ne sera besoin ici de revenir sur les avatars de la pratique partisane que nous avons eue dans notre pays entre 1990 et 2018. Chacun peut se souvenir de ce que nous avions en octobre 2019, 279 partis politiques, pour les uns trentenaires, pour d'autres adolescents à tout le moins, mais dont aucun n'avait jamais réussi à conquérir le pouvoir d'État à lui tout seul et à l'exercer. Vous faites bien de rappeler ces avatars puisqu'ils sont d'actualité. Aujourd'hui, on assiste à une dynamique de transhumance, de débauchage et d'attaque, des choses qu'on a connues par le passé et qu'on est censé avoir conjuguées au passé, mais qui demeurent. Nous parlons de deux choses différentes, M. Dossa. Nous parlons de deux choses différentes. D'abord, pour en finir sur la réforme du système partisan. Faire advenir chez nous de grands partis politiques, capables de conquérir le pouvoir, de l'exercer, de rendre compte à nos concitoyens qui apprécient positivement ou négativement et qui décident ou de prolonger leur bail ou de les remplacer. Cela, désormais, c'est un acquis parce qu'on peut voir que même s'il existe aujourd'hui une quinzaine de partis politiques, et j'aime à rappeler que la réforme n'exclut pas la création de nouveaux partis, mais les conditions de représentativité et de bénéfice du financement public sont telles que on sait très bien qu'à terme, il y aura forcément quelques très grands partis qui vont s'imposer, qui vont constituer la locomotive de l'animation de la vie politique chez nous. En ce qui concerne la problématique de la transhumance, comme nous l'appelons ordinairement ici, j'ai dit récemment, et je peux vous le répéter, c'est une donnée différente de celle qui a consisté à travailler pour que de grands regroupements se fassent. Mais on sait très bien que, en finalité, il y a la perspective que demain, nous ayons une certaine stabilité au niveau de tous ces partis. Mais vous me l'enseignerez, M. Dossa, vous qui suivez aussi l'actualité ailleurs. Quel que soit l'âge d'un parti ou sa dimension, il lui arrive de subir des épreuves qui font que certains de ses membres fondateurs, certains de ses militants, certains de ses admirateurs, même je dirais, s'en désolidarisent à un moment ou à un autre et vont voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Ça existe ici, ça existe ailleurs. Votre préoccupation, moi je la comprends parce qu'on a semblé noter un tel mouvement d'amplitude sur ce champ-là que vous vous demandez si cela ne remet pas en cause la réforme du système partisan. Oui. Et ainsi que je l'ai expliqué, c'est une autre problématique. Et là, je suis convaincu que le fait précédent, souvent le droit, des réponses appropriées
pourront être apportées en temps indiqué pour limiter les manifestations de ce phénomène. Et je me suis permis de réfléchir librement à haute voix en envisageant par exemple que, à terme, l'on puisse faire voter ou décider que un militant d'un parti politique élu sous la bannière de ce parti politique qui déciderait en cours de mandat d'en démissionner devrait perdre son mandat. Par exemple, si c'est un mandat pour lequel il y a un suppléant, le suppléant entrerait dans les fonctions. Et s'il arrivait au suppléant aussi de partir des rangs de ce parti, il perdrait également le mandat. De sorte qu'à l'arrivée, le mandat ne profite pas au parti d'accueil de ceux qui auraient quitté leur parti d'origine. C'est une perspective qui peut être envisagée si on veut lutter contre la tendance politique. Mais j'insiste pour dire que on est ici en matière de liberté d'association. Vous appartenez à un parti politique aujourd'hui, comme vous appartenez à une ONG ou à une association. Demain, ça peut ne plus être le cas parce que les centres d'intérêt ne sont plus là ou que nous sommes en vous ne vous y sentez plus. Et il y a cette particularité que lorsqu'on parle de la transhumance, généralement c'est un mouvement qui se fait de l'opposition vers le pouvoir ou inversement. Mais ici, on constate que dans la même dynamique, c'est-à-dire des partis de pouvoir, qui débauchent à tout va, se volent des militants. Pourquoi aujourd'hui des soutiens du pouvoir se rendent coupables de comportements qui ne favorisent pas la réforme du système partisan? Il m'a semblé que quelques commentateurs de l'actualité avaient pu dire que ces partis-là étaient des partis jumeaux, voici à moi. Je crois qu'ils ont la démonstration grandeur nature qu'il n'en est rien et que justement la réforme du système a été pensée pour qu'il y ait effectivement de grands partis. Comme vous, je peux déplorer le mouvement, je peux le déplorer, mais encore une fois, liberté d'association jouant, vous ne pouvez pas interdire à un acteur politique ou à un militant de quitter un parti pour un autre. Demain, dans les quelques années qui vont venir, je peux parier qu'on va assister à une stabilisation de la classe politique et du système partisan parce que le mouvement d'institutionnalisation des grands partis aura fait du chemin et qu'à l'avenir, si on en vient à constater des départs d'un parti, ce devrait relever de l'anecdote. Donc on n'est pas prêt de finir avec ça. Vous êtes commentateur de l'actualité. Si je me mets à votre place et que je dois faire un commentaire de ces situations politiques, je dirais comme vous qu'il faut s'attendre à ce que ou ça continue dans un sens ou dans un autre. Mais dans tous les cas, le rôle du politique et ce que le gouvernement travaille à faire, c'est qu'il advienne chez nous des partis politiques solides, d'envergure nationale, qui soient stables et que donc dans quelques temps, qu'on n'ait plus à parler en actualité majeure de mouvements de transhumance d'un parti X vers un parti Y. Et justement, toujours par rapport aux législatives, M. Wilfried Lambedi, on a suivi récemment la sortie médiatique du gestionnaire mandataire de l'ANIP, qui est revenu donc sur la liste électorale informatisée. Dites-nous, est-ce que la LEI sera reprise? Je ne suis pas à la tête de l'ANIP. J'ai suivi les points que le gestionnaire mandataire a fait. J'ai suivi les commentaires des uns et des autres. Et j'ai le sentiment qu'un travail de fond a été fait. Après, il peut y avoir quelques biais. Et c'est pour ça que la LEIP est l'étape transitoire entre le début du processus et sa fin qui consiste à remettre la liste électorale informatisée à la Sénat. Donc, s'il y a eu des observations, des biais qui ont été relevés, il va de soi que cela soit pris en compte pour que les corrections nécessaires soient apportées et que la liste qui va être transmise à la Sénat, le moment venu, soit une liste fiable qui satisfasse l'ensemble des acteurs politiques et l'ensemble de nos concitoyens. Alors, vous êtes le porte-parole du gouvernement. Des informations ont circulé dans l'opinion comme quoi le chef de l'État aurait reçu les acteurs, y compris l'ANIP, pour leur enjoindre de reprendre la LEIP. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai cette information? Non, le chef de l'État a dû recevoir des informations parce que la liste étant affichée, s'il y a des imperfections, c'est normal que... Et c'est pour ça, c'est à cette fin que les listes sont affichées. Donc, si le chef de l'État est informé, il va de soi qu'il demande à ceux qui en ont la charge
de faire en sorte que le travail se fasse dans les conditions de satisfaction générale. Et puis, oui, je sais par exemple que vendredi dernier, dans la matinée, le chef de l'État a eu une séance avec les différents acteurs impliqués pour effectivement s'entendre ou confirmer ou infirmer ce qu'il a pu avoir comme information et puis leur faire les instructions afin que le travail se fasse aux normes et conditions indiquées. On va changer de sujet tout en ne nous éloignant pas de la politique puisque le gouvernement a décidé d'introduire une réforme judiciaire. Désormais, je sens que le chef de l'État peut décider d'interrompre ou de suspendre l'exécution de peine. De quoi cela retourne cette décision? L'on a observé que dans notre pays, depuis 60 ans, les présidents de la République ont toujours eu la prérogative d'accorder la grâce aux justiciables qui purgent leur peine ou qui ont été condamnés par les tribunaux et cours de notre pays, ou l'amnistie à la suite de lois votées par la représentation nationale. Et dans ce processus de mise en œuvre de mesures d'aménagement des peines, il est apparu une faiblesse, si on peut ainsi dire, qui laisse à observer qu'il y a une catégorie de personnes condamnées, une catégorie d'infractions qui n'est pas prise en compte par les mesures d'aménagement des peines. La relecture du Code de procédure pénale sollicitée par le gouvernement vise à corriger cet état de choses pour permettre à ceux qui étaient exclus du bénéfice des mesures d'aménagement de peine d'être désormais pris en compte. Et au regard de la gravité des faits qui les auraient conduits en prison, cette relecture n'envisage pas de leur faire bénéficier ou de l'amnistie ou de la grâce, mais d'une mesure de suspension de l'exécution de leur peine pour des raisons d'ordre social ou humanitaire. Cela s'entend de ce que un justiciable incarcéré et donc qui purge une peine devenue définitive suite à sa condamnation par les cours et tribunaux de notre pays peut, pour les raisons indiquées, solliciter du président de la République le bénéfice d'une mesure de suspension de l'exécution de sa peine. À la différence de l'amnistie qui efface l'infraction et la rend réputée n'avoir jamais existé, ou de la grâce qui met fin définitivement à l'exécution de la peine, la mesure sollicitée de l'Assemblée nationale pour être intégrée au Code de procédure pénale n'efface pas l'infraction, ne met pas définitivement terme à la peine, mais en suspend l'exécution sur une durée maximum de 5 ans, renouvelable une fois. Ce qui veut dire qu'en pratique, si un justiciable a été condamné à 10 ans de prison, qu'il exécute sa peine pendant 2-3 ans, et qu'une raison majeure d'ordre social ou humanitaire l'amène à solliciter le bénéfice de cette mesure, il pourrait l'obtenir, et à la fin de la durée de cette mesure, l'exécution de la peine reprend là où elle s'était arrêtée. C'est la particularité de cette mesure sollicitée par le gouvernement pour être désormais inscrite au Code de procédure pénale. Ça, c'est beau, c'est officiel, c'est même convaincant, j'ai envie de dire. Alors, dites-nous maintenant, quelle est la motivation politique de cette décision? Parce qu'à l'analyse, justement, de cette décision, on est tenté d'en faire une lecture politique. Ah bon? Dites-moi, quelle est votre lecture politique à vous? Parce que moi, je vois une lecture judiciaire, mais vous voyez une lecture politique. Laquelle serait-elle? Pour me permettre de mieux comprendre alors. Alors, aujourd'hui, on sait que tous ceux qui demandent la décrispation du climat sociopolitique font allusion à la libération de certains citoyens détenus. Est-ce que le chef de l'État envisagerait d'utiliser ce moyen-là pour répondre à ces différentes demandes, à ces doléances exprimées par les uns et les autres? Concrètement, a-t-il envie prochainement de libérer des acteurs politiques d'opposition tels que Yamadougou ou Frédéric Joël Laïgo? Je comprends mieux où vous voulez en venir. Vous savez que il y a plusieurs milliers de nos concitoyens
qui purgent des peines de prison. Au nombre de ceux-ci, nos amis Joël et Rekia dont vous parlez. En tant que citoyen béninois, justiciable béninois, aujourd'hui incarcérés pour les raisons que l'on sait, ils sont éligibles aux différentes mesures d'aménagement des peines auxquelles ils sont accessibles. Et donc, si demain cette loi intervient et qu'ils ont envie d'en bénéficier, ils pourraient, comme n'importe quel autre justiciable, soumettre leur demande, puisque le projet de loi dit que c'est à la demande de celui qui est incarcéré. Donc, ils pourraient soumettre leur demande qui va être appréciée, et si les conditions sont remplies, pourquoi pas, ils peuvent bien bénéficier d'une suspension de l'exécution de leur peine au même titre que d'autres concitoyens. Donc, il n'est pas exclu de voir Rekia Madougou et Joël Aïvor libérés bientôt. Mais ce sont des concitoyens. Ce sont des citoyens béninois soumis aux lois de la République. La présente loi, comme d'autres, est une loi de portée générale, donc elle n'exclut personne de son bénéfice. Quiconque en remplit les conditions en formule la demande, cette dernière étudiée positivement, eh bien, l'intéressé pourrait bénéficier de cette mesure de suspension. En fait, Patrice Talon, sur la base de cette loi, si elle est votée, bien évidemment, par l'Assemblée nationale, parce qu'il s'agit d'un projet de loi, si c'est donc voté, pourrait libérer certains de ses opposants, tout en les tenant justement par ce mécanisme-là où, si vous vous agitez, vous retournez en prison, puisque c'est une suspension, ce n'est pas une suppression de la peine. Non, si cette loi est votée, tout citoyen ou tout justiciable éligible, qu'il s'appelle Joël Frédéric Aïvor, qu'il s'appelle Rekia Madougou, qu'il s'appelle Kofi, qu'il s'appelle Akosiba, qu'il s'appelle même Ibrahim, peut en solliciter le bénéfice. En raison de la gravité des faits qui l'auraient conduit en prison, il faut que pendant la période de suspension, il montre patte blanche. Et donc, il ne s'agit pas de tenir quelqu'un par la corde alors même qu'on l'aurait sorti de prison. On dit que vous avez été condamné pour des faits d'un niveau de gravité remarquable. Lorsqu'on vous sort, la société a besoin d'être rassurée et vous-même, vous devez donner des gages. Il ne s'agit pas d'opposants. La loi ne vise pas des opposants. La loi vise, quand on dit 5 ans, la loi vise 5 ans maximum renouvelable une fois, pour des gens, c'est utile pour des gens qui ont écopé de 10 ans, 20 ans. Et curieusement, les citoyens dont nous parlons... Et ceux qui ont eu la perpétuité, par exemple, vous voyez, il y a encore plus grave. Est-ce que Patrice Talon, il en parle souvent? Il lui arrive de parler de ces citoyens-là? Lesquels? Ceux dont nous parlons depuis quelques minutes. Mais le président de la République, il s'occupe du bien-être de l'ensemble du pays. Donc, aucun fils du Bénin n'échappe à ses préoccupations, à son envie de transformer ce pays, d'y créer les meilleures conditions de vie, mais aussi de faire advenir une république grande, respectée par tous ses enfants, quelle que soit leur position sur la scène politique. Donc les lois de la République s'imposent à tout le monde. Donc il espère bien les voir un jour dehors. Si vous voulez que on vous certifie que la loi votée, telle et telle personne vont sortir, je vous suggérerais de leur conseiller le moment venu peut-être de solliciter le bénéfice de cette loi. Ce serait déjà une démarche républicaine de leur part, y compris de la part de tous les autres qui n'ont pas l'avantage d'être nos amis, à vous et moi, et d'avoir des défenseurs publics comme vous. Alors, en dehors des visées peut-être politiques éventuelles liées à cette loi, on sait aussi que ça va permettre de régler la question de la surpopulation carcérale dans notre pays. C'est une réalité. Le gouvernement construit des tribunaux, mais apparemment, il n'en construit pas assez, puisque nos prisons demeurent toujours surpeuplées, y compris même Misraïté, qui doit connaître environ 150% de surpopulation, d'après ce que j'ai appris. Est-ce que concrètement, après le vote de cette loi, on va assister à une libération de vagues de détenus, la liberté ablaudée, quoi? Non, déjà, regardez, vous voyez tout à l'heure, quand j'ai expliqué les particularités de cette mesure, vous avez eu le sentiment de rester sur votre faim. Qu'on vous laisse sur votre faim parce que vous trouviez que elle n'allait pas suffisamment loin. Alors que... Nous avons juste noté que ça offre au chef de l'État, au président de la République, la possibilité d'agir. Monsieur Doussa, avant
cette mesure à venir, si l'Assemblée nationale fait droit au gouvernement, il y avait déjà et il y a encore les possibilités d'une amnistie. Il y a les possibilités d'une grâce, mais il y a aussi la possibilité d'une liberté anticipée que le garde des Sceaux peut accorder lorsque certaines conditions sont remplies. Toutes ces mesures étaient déjà mises en œuvre. La prochaine, encore une fois, si l'Assemblée nationale fait droit à la demande du gouvernement, va s'ajouter à la panoplie de mesures et aura l'effet que cela va avoir au regard des demandes qui vont être soumises. Il ne s'agira pas pour le gouvernement, une fois cette loi obtenue, de sortir à tout va. Encore que, il faut que la demande provienne de la personne qui veut en bénéficier. Mais quand vous avez évoqué la surpopulation carcérale, permettez-moi de dire, oui, c'est une réalité qui est connue. Et le garde des Sceaux en parle. Il y a quelques jours encore, en réunion du gouvernement, il évoquait le sujet. Mais le programme d'action du gouvernement a prévu la construction de nouvelles prisons. Sauf que ça sonne mal dans l'opinion quand on dit qu'on va construire de nouvelles prisons. Les gens se demandent, est-ce que ça n'est pas pour déployer une politique pénale encore plus rigoureuse, plus sévère? A raison. Il faut que la société soit en sécurité. Il faut que les citoyens vivent dans la quiétude et que ceux d'entre nous qui arrivent parfois à se mettre à l'écart des règles de conduite, même quand ils doivent en répondre, que ce soit fait dans des conditions qui ne les déshumanisent pas. C'est pour ça que quand les conditions seront remplies et les moyens mobilisés, le gouvernement fera des prisons modernes pour que les gens qui vont s'y retrouver à un moment ou à un autre de leur existence ne soient pas totalement en marge de la société et n'aient pas le sentiment que en allant dans l'espace carcéral, ils perdent de leur humanité. Alors, monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement, on va changer de sujet. Nous allons parler, pourquoi pas, de la modification donc, de la loi sur la restriction du droit de grève. Pourquoi le gouvernement veut-il véritablement, monsieur Wilfried Léon-Mbedi, étendre cette restriction? Bien, nous avons indiqué dans le compte-rendu du Conseil des ministres qu'aujourd'hui, les questions de sécurité et de protection du territoire sont de plus en plus exigeantes en termes de réponses à apporter. Et nous avons visé dans ce projet de loi le secteur des transports aériens et maritimes et celui des hydrocarbures notamment. Faites une analyse toute simple. Imaginez qu'il y a une situation à un point ou à un autre du pays et que l'on ait besoin de déployer dardard de la logistique ou des effectifs. Et parce que nous avons commandé récemment 2 petits avions, vous le savez, pour ces questions-là aussi bien de santé que pour la logistique. Imaginez qu'il y ait une grève du personnel qui paralyse totalement le secteur et que l'État ne puisse pas apporter en temps réel la réponse attendue de lui pour préserver l'intégrité du territoire et assurer la sécurité de nos concitoyens au point où l'événement se produirait. Ce serait, nous dirait-on, qu'il s'agisse de ce gouvernement ou des autres à venir, ce serait un manque de prévoyance. Eh bien, c'est ça que le gouvernement entend corriger. On a visé le domaine maritime pour pratiquement les mêmes raisons, parce qu'en certaines circonstances, le transport maritime peut valoir, ou bien vous avez de la logistique qui doit venir de l'extérieur parce que vous avez commandé et que pour une situation liée à un mouvement de grève, cela ne puisse arriver à terme. Les hydrocarbures, pareil. Les hydrocarbures, pareil, parce que c'est essentiel pour faire se mouvoir les machines. Qu'il ne faut pas que demain, alors qu'on a besoin d'une réponse immédiate, parce que ce secteur serait paralysé, qu'on ne puisse pas en disposer pour déployer les équipes et les équipements comme cela conviendrait. Voilà pourquoi, en réponse à ces exigences du moment, le gouvernement a entendu élargir la liste des secteurs qui doivent être impactés par la réforme du droit de grève dans notre pays. Est-ce que je suppose que demain, un corps de l'administration publique, les assistants sociaux ou je ne sais qui, se mettent en grève, le gouvernement prendra une initiative législative pour
restreindre la jouissance du droit de grève? Déjà, vous voyez, ce que nous avons fait mercredi dernier et que j'explique doit vous convaincre d'une chose. Le gouvernement ne prend pas les décisions ou ne fait pas les réformes pour son bon vouloir. C'est forcément en lien avec le besoin d'assurer le bien-être des populations, le bien-être de notre pays dans son ensemble. Autrement, on aurait fait une loi de portée généraliste et intégrer tous les corps, tous les secteurs. Ça n'a pas été le cas. Donc, il y a une appréciation qui se fait sur le moment de quels sont les secteurs qui pourraient être à l'avenir impactés. Pourquoi ne pas envisager cette option au lieu de le faire au cas par cas, puisque chaque fois que les situations surviendront, il faudra alors agir et prendre une loi. C'est ça qui vous montre que ça facilitera la tâche, non? C'est ça qui vous montre que ce gouvernement, il est de bonne foi et qu'il est méthodique. S'il n'est pas de bonne foi, il intègre tout le monde, y compris vous, en disant plus personne n'aurait le droit de faire grève dans notre pays. Non, on n'est pas dans cette logique-là. Si les circonstances demain appellent que dans un secteur, une mesure soit prise pour le bien des populations et du pays, le gouvernement apporterait les réponses qu'il faut. Est-ce que ça ne devient pas trop facile, cette restriction des libertés? On a vu le chef de l'État encore récemment devant le MEDEF devoir assumer cela, expliquer. Est-ce que ça ne devient pas un peu trop facile? Monsieur Dossa, votre préoccupation se justifierait si vous me disiez que vous n'êtes pas convaincu par les arguments pratiques, objectifs que je vous ai soumis. Non, si vous n'étiez pas convaincu, je comprendrais. Si vous n'étiez pas convaincu, je comprendrais votre question. D'être convaincu ou pas, moi, mon rôle, c'est de vous faire parler, de vous amener à expliquer, parce qu'on parle de démocratie et de recul, notamment démocratique au Bénin, et malgré ça, le chef de l'État continue toujours dans cette dynamique de restreindre la liberté, notamment le droit de grève. Puisque vous convoquez le citoyen béninois dans ce débat, je vous inviterai à faire un exercice. Lequel? Et comme vous êtes un des patrons de Canal 3 Bénin, la bien-aimée, vous pourriez déployer vos équipes dans nos centres de santé dès lundi, mardi, interroger nos concitoyens qui y sont et leur demander, y compris même à ceux qui y travaillent, les agents du secteur de la santé, et leur demander si avec le recul, ils pensent que le gouvernement a eu raison de réformer le droit de grève dans leur secteur ou pas. Vous irez dans les tribunaux, demandez à nos concitoyens qui sont usagers des tribunaux si avec le recul, ils pensent que le gouvernement a eu raison de réformer le droit de grève dans un secteur où parfois il y a besoin d'obtenir des pièces essentielles et du fait des mouvements de grève, ils ne pouvaient pas les obtenir et ils rataient des opportunités. Vous leur posez la question et je suis convaincu qu'ils vous répondront que si cela n'avait pas été fait, que moi, il fallait le faire. 2023, c'est dans quelques mois. Oui. Cela ne traduit pas un certain recul 2023, c'est dans quelques mois. Il y a quelques temps en arrière, comme la Cour l'actualité suprême des États-Unis est revenue sur et mercredi, nous sommes, l'actualité fait cas des préparatifs des législatives du 8 janvier 2023, c'est donc dans ce pays-là. Pourtant, le droit à l'avortement... Comparaison n'est pas raison. Ah, les oui. réalités américaines ne sont pas celles du Bénin. Monsieur Dossa, nous sommes entièrement d'accord que comparaison n'est pas raison. Et c'est là où il faut solliciter des intellectuels africains, des faiseurs d'opinion, des commentateurs en général, de savoir aussi raison garder souvent quand ils prennent certaines positions ou qu'ils osent certaines comparaisons. J'aime à dire que si vous allez en Occident aujourd'hui, le jeune Français, le jeune Américain, le jeune Canadien, le jeune Britannique, qui n'a connu son pays que dans cet état où il est globalement depuis un moment, a sans doute le sentiment que les choses ont toujours été ainsi. Toujours. Certains qui se cultivent ou qui lisent savent que leurs ancêtres, leurs grands-parents ont fait de gros efforts pour être là où ils sont aujourd'hui. Nous n'avons pas fait les mêmes combats que les autres.
C'est maintenant que nous commençons. Et c'est pour ça aussi qu'il faut vraiment savoir raison garder quand on fait les comparaisons. Si vous évoquez le droit de grève, même prenons basiquement le droit de vote. Regardez, nous citons la France, pays de référence. Est-ce que vous savez que, et je sais que vous le savez, mais ça vaut pour nos concitoyens. Est-ce que vous savez qu'en France, le droit de vote n'a été acquis pour les femmes qu'après la Déclaration universelle des droits de l'homme? Nous sommes en 1948. Vous imaginez? Et pourtant, nous au Bénin, 12 ans après, en 1960, quand nous accédons à l'indépendance, nous passons au suffrage universel pour tout le monde. Par exemple, les mouvements qui ont amené au droit de grève, donc la prise en compte des droits sociaux, découlent de tout ce qu'il y a eu avant dans la construction de la société occidentale, qui s'est généralement bâtie à un moment où les questions de droits de l'homme n'étaient pas une grosse préoccupation. Et c'est pour ça que je dis souvent que les pays africains payent en réalité le développement plus cher que l'Occident. Et donc vous comprendriez que sous certains rapports, il y ait des démarches dont nous fassions l'économie de temps en temps afin d'évoluer et de créer les meilleures conditions de vie pour les Béninois d'aujourd'hui et davantage pour ceux de demain. Merci, monsieur le porte-parole du gouvernement. On va évoluer dans cet entretien pour parler de quelques décisions du Conseil des ministres en sa séance de mercredi dernier. Ce projet de construction du nouveau palais royal de Niki qui revient sur le tapis, on en entend parler depuis, je crois, le premier quinquennat de Patrice Talon. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui empêche la réalisation de ce projet? Ce projet, comme d'autres, revêt des spécificités. Vous ne parlez pas du palais royal de Niki comme vous parleriez d'un musée privé, par exemple. Bien sûr. Il y a des spécificités. Donc, cela appelle des études pointues, des préalables aussi de tous ordres dont il faut tenir compte. Effectivement, nous l'avions prévu au premier quinquennat. Les phases invisibles de ce processus ont été accomplies sans que vous les ayez vues. Et maintenant, il arrive à maturité pour que la contractualisation puisse être faite en vue de sa réalisation. Et ce qui va suivre maintenant, c'est la phase visible. Dès lors que les démarches, les formalités sont accomplies, l'entreprise va se déployer et puis les travaux vont pouvoir se faire. Vous avez parlé de spécificité. La dimension historique, patrimoniale, touristique du palais royal de Niki et de tout ce qui va autour avec la reine de la Gani commande justement que nous fassions aujourd'hui un travail ambitieux. Et c'est pour ça que si vous avez une idée de ce qui est projeté à l'arrivée, ce serait à la satisfaction de tout le monde et particulièrement des premiers bénéficiaires qui sont les citoyens et nos compatriotes de ce qui est convenu d'appeler le Baroutem. Justement, dites-nous ce qui est projeté et quelles sont les spécificités, les caractéristiques. Déjà, vous aurez ce palais totalement transformé, modernisé, agrandi. Vous aurez une arène de 3500 places avec parking pour au moins 300 véhicules. C'est ce qui est projeté parce que dans les périodes fastes où la Gani se tient, vous y avez été, j'y ai été par le passé. Chacun sait très bien que les conditions autour ne sont pas si agréables pour la santé. Je veux dire, la fête a lieu, les brassages ont lieu, mais vous voyez la poussière et tous autres inconforts. Ce projet va permettre d'y mettre fin. Et dans tous les cas, dans quelques années, vous verrez que ce sera totalement transformé. Et les prochaines éditions de la Gani ou les démonstrations équestres, lorsque le projet aura abouti, nous donnerons la satisfaction attendue après la réalisation de ce projet. On sait Patrice Talon très ami à l'empereur de Niki, mais comment ne pas voir les relents de campagne électorale dans l'annonce de la construction du palais royal de Niki, alors que nous sommes à quelques encablures des législatives? Oh, les législatives, c'est encore dans 4 mois, si
Dans 3 mois. J'aurais plutôt vu c'est assez proche. J'aurais plutôt vu un cadeau dans la perspective de la prochaine édition de la GANI. Vous auriez ainsi analysé que je vous l'adjugerai. Chacun est libre de faire je vous l'adjugerai, mais pas pour faire campagne électorale. Autrement, on ne ferait plus rien. Tous les projets que l'on lance, à un moment ou à un autre, mais parce qu'ils sont arrivés à maturité et parce qu'on n'a pas voulu faire les choses dans la précipitation, répondent à l'impératif de faire de notre pays, aujourd'hui, sur ce plan-là particulièrement, une destination touristique majeure. Et sur l'autre, d'améliorer globalement les conditions de vie dans le pays, de le moderniser un peu plus chaque jour. Donc, le moment où intervient l'annonce ou le lancement de tel ou tel projet n'est pas un moment subjectif. Et je vous dirais, il est objectif plutôt. Maintenant, s'il a des impacts, parce que le projet en lui-même apporte un plus aux bénéficiaires directs, s'il a des impacts en termes de dividendes, permettez et souffrez que nous puissions les récolter parce que ce serait au mérite du président de la République, mais aussi de l'ensemble de ceux qui travaillent sur ces projets-là. Donc ce n'est ni pour les législatives, ni pour la présidentielle. Oh là là, c'est encore plus grave ça. Si les législatives sont dans 4 mois à peu près, la présidentielle c'est encore dans pratiquement 4 ans. Il y a chez le président Patrice Talon, ainsi que j'ai pu le dire avant et que je dois le répéter, il y a chez lui que quand il s'est engagé à faire quelque chose, quand il vous a promis quelque chose, il considère que c'est un engagement et il doit le tenir. Le président avait annoncé effectivement cette réhabilitation, modernisation du palais royal de Niki. L'empereur de Niki lui-même a eu l'occasion de faire un plaidoyer auprès du chef de l'État. Je crois qu'on était en 2017 et il lui a confirmé que cela entrait bien dans le cadre de son programme d'action. Peut-être que l'empereur a fini par désespérer, je ne sais pas, mais ce serait mal connaître le président. Or, je sais qu'il le connaît bien et qu'il sait que dès lors qu'il lui a promis que ça va se faire, il n'a pas pu oublier. Et ça intervient maintenant. Moi, je suis plutôt heureux parce que le processus était en cours depuis. L'annonce intervient alors que dans quelques jours, il va y avoir cette nouvelle édition de la GANI. Je suis convaincu que l'état d'esprit autour de cette GANI sera déjà tout autre et que dans 2-3 ans, ce sera davantage autre effervescence et autre état d'esprit. Est-ce que vous ne craignez pas de frustrer d'autres occupants des palais à qui on a aussi promis des programmes de construction d'aménagement, puisque ce n'est pas encore effectif? Tous les palais sont importants. Dans la perspective de la construction d'un pays uni, harmonieux, où l'on vive en paix, en bonne intelligence, tous les palais comptent. Maintenant, en fonction de leur historicité, en fonction de leur portée patrimoniale ou touristique, il y en a qui ont besoin d'une intervention plus rapide de l'État que d'autres. Et dans cette perspective, un certain nombre de ces palais-là avaient été recensés et donc la thérapie de modernisation commence ainsi avec ce qui est annoncé. Wilfried Léon Nongbedji, on va changer de sujet. Une des décisions issues du Conseil des ministres, c'est l'installation d'un système de production de passeports ordinaires biométriques à la direction de l'immigration et de l'immigration. Vous sonnez ainsi la fin donc, du calvaire des citoyens. Juste dire que déjà ce qu'il se fait aujourd'hui comme passeport ordinaire, il est biométrique, déjà. Mais difficile de l'avoir. Mais on veut renforcer. Justement, vous avez vu que ce système va doubler les capacités de production. Aujourd'hui, autour de 100 000 l'an, nous passerons avec ce système à 200 000 au moins. Okay. Donc, les délais de satisfaction des usagers vont être abrégés. Voilà. Ceux qui rencontraient d'énormes difficultés pour avoir un rendez-vous compte tenu des capacités de production actuelles trouveront satisfaction. La perspective, là, comme sur d'autres chantiers, c'est d'améliorer les conditions à nos concitoyens et particulièrement à tous les demandeurs de passeports. En particulier en ce qui concerne nos compatriotes de l'étranger. Voilà. Parce que si ceux qui sont ici connaissent ces difficultés, ceux qui sont à l'étranger aussi les connaissent et je dirais même davantage.
bien que le gouvernement ait entrepris des actions pour faciliter la tâche au niveau de certaines de nos représentations diplomatiques, il a initié récemment la délivrance itinérante de passeports. Certains pays ont été couverts, d'autres vont être couverts incessamment, et puis à terme, il va y avoir dans les représentations diplomatiques de quoi satisfaire sur place les concitoyens. Mais en attendant, ce système qui va être mis en place aura l'avantage donc d'offrir plus de fluidité et de faciliter les processus sur l'avenir. Pourquoi ne pas faire en sorte que dans nos représentations diplomatiques, on puisse également en produire et que ça ne soit pas forcément depuis le Bénin, le pays, que ça se fasse? J'ai dit, en perspective, cela peut être envisagé, en perspective. Mais vous savez aussi que le passeport, c'est un document très sensible et qu'il faut veiller à ce qu'il ne fasse pas l'objet de toutes sortes de trafics. Mais on fait confiance de plus en plus aux équipes, aux hommes, qui commencent à entrer dans le moule de la bonne gouvernance. Et en termes de perspective, c'est bien envisageable. D'accord. Le Conseil des ministres a également approuvé la construction de la route Boïkon-Dassa. Ça va être financé par le compact régional, le MCA. Pourquoi le gouvernement a-t-il décidé de consacrer ces ressources-là à ce tronçon qui, au fond, est une route béninoise, alors qu'on parle d'un compact régional? Le gouvernement a pris acte du compte-rendu que le ministre d'État, ministre du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, lui a fait relativement à l'approbation par le conseil d'administration du Millennium Challenge Corporation de l'attribution à notre pays d'un don dans le cadre du compact régional. La réponse est là, M. Dossa. C'est parce qu'il s'agit d'un compact régional pour fluidifier le transport sur le corridor Bénin-Niger, donc Cotonou-Niamey. Et les deux pays ont soumis à la partie américaine ce qui leur paraissait important pour impacter le trajet et le transport. Dans la démarche du gouvernement, et c'est prévu au PAG, c'est qu'il faut qu'à terme, la liaison Cotonou-Dassa soit faite en 2x2. Cotonou-Dassa, en 2x2. Sachant qu'au niveau de Dassa, le trajet se répartit, le trafic se répartit en deux. Ceux qui vont vers l'est et ceux qui vont vers l'ouest. Donc tout au moins de Cotonou à Dassa du 2x2 voies. Et dans cette démarche-là, le gouvernement lui-même avait déjà prévu de consacrer des ressources propres à Cotonou-Boïkon. Si nous avions de la partie américaine suffisamment de ressources pour faire directement de Cotonou à Dassa, ça aurait été encore plus agréable. Mais on était au moins sûr que nous soumettrions à la partie américaine la prise en charge de Boïkon-Dassa. Et c'est ça qui a été acté, dont le compte-rendu a été fait au Conseil. Et vous savez que le gouvernement lui-même n'a même pas les travaux sur la section Akasato-Alada. Là, c'est un traitement d'urgence pour tenir compte de l'implantation de la zone de développement industriel de Glodjigbe qui commence vraiment à intéresser de plus en plus de monde avec toutes les industries qui sortent de terre et l'impact remarquable qu'il va avoir sur cette localité et les communes environnantes, mais en tout cas faire aussi de notre pays une attraction au plan de la production industrielle. Donc, on a pris en charge déjà le traitement en urgence de cette section. Après, vous noterez qu'il nous restera à partir de Cotonou jusqu'à Akasato et puis de Alada à Boïkon. Et pour ça, croyez-le, les travaux sont en cours, les démarches et les recherches de financement aussi pour que l'ensemble soit réalisé à terme. De sorte que de Cotonou à Dassa, dans les années à venir, nous ayons du 2x2 et que le trafic soit assez fluidifié. Si le Niger et le Bénin mutualisent leurs moyens pour améliorer le réseau routier, est-ce qu'il faudra comprendre par là que le projet de transport ferroviaire est complètement mort? Le transport ferroviaire n'est pas exclu. Vous voyez, au PAG, nous mettons ce dont nous sommes sûrs de la réalisation. Le reste ne sera que bonus.
Sur le transport ferroviaire, notamment, vous avez été témoin des tribulations que les deux pays ont connues dans la mise en concession de ce qu'ils avaient en commun, l'OCBN. Et puis, fort heureusement, avec les diligences du Bénin, la proactivité du chef de l'État, les deux pays ont réussi à trouver un accord avec le concessionnaire pour mettre fin à la relation qui les liait sur ce plan-là. Maintenant, les deux pays réfléchissent et travaillent ensemble pour trouver des alternatives. Et puis, il faut noter que c'est quand même un projet qui, en termes de ressources, nécessite d'énormes investissements. Donc, les deux pays vont travailler et puis, dès que les conditions sont remplies, on aura à nouveau des chemins de fer chez nous. Chacun sait quel est l'impact sur le transport. Ça va permettre de transporter plus de volume à la fois, mais aussi et surtout préserver nos routes d'une dégradation rapide. Quand on sait que nous faisons des routes de plus en plus conformes aux normes, que nous y mettons beaucoup d'argent pour en garantir la qualité et la durabilité, entretenir. Et si demain, nous avons les moyens colossaux qu'il faut pour refaire la liaison Cotonou-Parakou, Parakou-Niamey en train, nous n'hésiterons pas à le faire parce qu'on aurait ainsi démultiplié nos possibilités. Parlant de normes et de construction des routes actuellement au Bénin, le gouvernement a décidé de reprendre le tronçon Révier-Pota. Qui va payer la facture? Mais nous allons tous payer la facture, étant entendu qu'il faut garantir de bonnes conditions de vie et les conditions de circulation aussi y participent. Regardez depuis... Nous allons tous payer. On n'est pas tous coupables de cette faute. Ça ne peut pas être une faute orpheline. Quelqu'un a dû se rendre coupable de ce qui s'est passé là-bas. Oui, quand je dis nous allons tous payer, c'est parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quand même les ressources du Bénin, de l'ensemble des citoyens de ce pays qui ont été injectés dans le projet. Et chacun sait de quand il date. Chacun sait combien le gouvernement a été sur le dos de l'entreprise qui était chargée de ce tronçon pour que ça se fasse. Mais chacun, hélas aussi, peut observer que malgré toutes ces précautions, malgré tous les rappels à l'ordre, il suffit de circuler sur ce tronçon aujourd'hui, même si on n'est pas technicien, pour se rendre compte que il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il faut situer les responsabilités. Oui, les responsabilités sont forcément situées. L'entreprise rendra les comptes qu'il faut, c'est sûr. Mais après, est-ce que la défaillance de l'entreprise doit nous amener à pénaliser le citoyen? Regardez la localité. Nous allons avoir le site de Ouedo pour les 20 000 logements. Donc, dès que ces logements vont commencer à être habités, vous aurez davantage de trafic sur ce tronçon. Donc, la structure de la chaussée va être sollicitée. Si elle n'est pas bien faite, on risque de la reprendre régulièrement. Et vous faites bien d'évoquer la cité administrative d'Ahosoubeta. Là aussi, dès que ça va être fini, il y aura davantage de trafic parce que les agents de l'État qui vont y travailler, il faut qu'ils aient les moyens d'accéder à leur lieu de travail sans trop en souffrir. C'est autant de raisons qui justifient la décision du gouvernement de reprendre ce tronçon aux normes qu'il faut pour plus de commodité dans la circulation. La question qu'on se pose, c'est est-ce que la même société va reprendre ou ce sera fait autrement? Vous ne pensez pas que en décidant de reprendre intégralement ce tronçon, le gouvernement le confierait à la même société? Vous ne pensez pas? Alors, le gouvernement a annoncé le PAG2, la mise en œuvre du PAG2. La situation s'interroge. On ne voit pas l'intensité de travaux, de main-d'œuvre qu'on a pu remarquer pendant le premier quinquennat. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources, on rationaliserait ou on ne sait pas? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Ce qui me réjouit, c'est que je note que vous êtes satisfait, ne serait-ce qu'à titre personnel, je l'ai pas dit, de l'ampleur des réalisations du PAG1. Je rapporte l'opinion des citoyens. Mais je veux vous rassurer, et à travers vous, rassurer nos concitoyens. Si tout va bien, et je suis convaincu que tout ira bien, d'ici les tout prochains mois, pour ne pas dire d'ici la fin de l'année,
la deuxième phase du projet asphaltage sera lancée. Ça a été l'un des plus emblématiques chantiers du PAG1 et dont tout le monde s'est émerveillé. Donc je vous rassure que la deuxième phase du projet asphaltage est quasiment bouclée pour être lancée d'ici la fin de l'année. Il y aura une nouvelle saison de marché, dont 5 nouveaux à Cotonou, comme par exemple le marché de Saint-Michel, en plus de celui de Ganhi qui a commencé à être pris en charge. Donc, un peu de patience sur quelques petites semaines et puis vous verrez. On va finir par ce sujet qui vraiment défraie la chronique en ce moment. Vous, personnellement, vous êtes écureuil ou guépard? Vous êtes footeux, ça je le sais. Quel est votre choix? Je suis équipe nationale. Mais elle a changé de nom. Je veux savoir, est-ce que le gouvernement a pris connaissance? Déjà? La fédération dit avoir saisi les instances. J'imagine que c'est le gouvernement. Est-ce que vous avez été vraiment saisi? Le gouvernement a été saisi par la fédération pour proposer le changement du nom de l'équipe nationale. Pour l'instant, je n'ai pas été dans les réunions où cela a pu se faire. Je considère que s'il y a un changement de nom qui est prévu, le processus est en cours parce qu'il y a des formalités sans doute à accomplir. La Fédé et peut-être le ministre des Sports, avec qui je n'ai pas parlé avant d'arriver ici, serait plus indiqué pour nous dire si c'est enclenché et où c'en est. Wilfried Léon Mbédi, vous l'avez annoncé récemment au conseil, au point donc de presse du Conseil des ministres, cette promesse faite par le président de la République à l'endroit des travailleurs pour le mois de novembre. La promesse sera tenue. Vous n'avez pas à en douter. Comme je vous l'ai dit, chez le président de la République, une promesse, c'est un engagement. Et je rappelle que c'est d'initiative que l'annonce a été faite. Le gouvernement, sur instruction du chef de l'État, a annoncé de lui-même la mesure. C'est vrai que nous avons été en chemin percutés par des chocs exogènes, ce que j'appelle des éléments modificateurs majeurs qui ont retardé la mise en œuvre de la mesure. Mais rendez-vous est pris pour d'ici à fin novembre. Qu'est-ce qui sera fait concrètement? D'ici à fin novembre. Mais pourquoi on tergiverse autant alors qu'à côté on a vu un président de la République se fendre d'un communiqué pour rapidement annoncer des mesures concrètes à l'endroit de ses concitoyens? Et j'ai noté que le pays auquel vous faites allusion a vu aussitôt après la mesure émerger une déclaration d'une dizaine, ou plus précisément de 11 organisations de la société civile pour demander même au gouvernement d'aller encore plus loin. J'ai noté ça. Et j'ai noté que les efforts que les Béninois ont commencé à faire ensemble depuis 2016 ici pour être en train de réaliser les choses qui se font et qui sont de plus en plus appréciées ne sont pas les mêmes efforts que d'autres font ou peut-être qu'ils les ont fait avant, peut-être qu'ils ne les ont pas encore fait, mais ils vont y arriver. Donc, chaque chose en son temps. Vous avez bien évoqué tout à l'heure les grands chantiers du PAG2 parce que vous êtes impatients, comme certains, quand bien même certains chantiers sont déjà lancés, vous voulez voir les plus emblématiques. Et je vous ai dit où on en est. Donc, il y a un effort collectif qui est en cours, qui permet d'améliorer nos conditions de vie, qui permet de donner une autre aura à notre pays. C'est à l'actif de tous les Béninois et puis les choses seront faites en temps indiqué et dans les proportions qu'il faut, sans démagogie, sans populisme. D'ailleurs, ça n'est pas la marque de fabrique du président Patrice Talon. Patrice Talon n'est pas trop friand des visites officielles, mais dites-nous que va-t-il chercher aux Pays-Bas? Aux Pays-Bas, il y a un grand intérêt de ce pays, comme d'autres pays, pour la dynamique formidable qui est en cours au Bénin. Les Pays-Bas observent, comme d'autres, qu'une nouvelle histoire s'écrit au Bénin. Et il y a de plus en plus d'intérêt pour comprendre, pour apprécier, pour soutenir cette dynamique-là. Donc, la visite que le président de la République entreprend dans ce pays est portée par ces raisons-là. Elle donnera lieu à la signature de conventions de financement, mais aussi, elle sera surtout axée sur les questions de formation professionnelle. Vous savez que désormais, c'est l'un des dadas du président de la République et cette réforme majeure
que nous avons engagé pour inverser les paradigmes ici en matière d'enseignement. Et les Pays-Bas sont un exemple de développement de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Donc, cette visite aura pour point nodal des discussions autour de la formation. C'est pour ça que déjà, même dans la délégation du président de la République, je peux vous dire que ceux qui ici s'occupent de cette question sont de la partie. Et une fois sur place là-bas, ils rencontreront les structures homologues gouvernementales ou non chargées de la formation professionnelle et de l'enseignement technique. Wilfried Léon Ngouedi, nous sommes au thème de cette émission. Votre conclusion? Vous remercier pour l'opportunité de cette pédagogie dont on ne se lassera pas tant qu'il s'agit de permettre à nos concitoyens d'avoir une meilleure compréhension, une meilleure lecture de l'action du gouvernement. Merci beaucoup. Merci Ricardo Loïc Bekou. Merci Wilfried Léon Ngouedi, secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole. Merci d'être passé sur le plateau de Canal 3. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Merci.